Bonjour chère auditrice, cher auditeur. Bienvenue sur Mon Pas de Côté, le podcast qui te donne la parole et met en valeur ton expérience et ton audace. On m'a dernièrement fait un super feedback. En osant actionner de nouveaux leviers dans ma vie, il paraît que j'ai donné de l'énergie à d'autres pour se lancer. On appelle ça la modélisation en psychologie. Alors, je te propose de venir à mon micro pour me parler de ta personne et permettre à d'autres de modéliser sur toi. Prêt? Prête à raconter ton pas de côté? C'est parti! Bonjour Hélène. Bonjour Andine. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui pour mon pas de côté. Je suis contente de faire ce pas de côté en ta compagnie. Peut-être que dans un premier temps, tu pourrais te présenter. Oui, je trouve que c'est une question qui est toujours intéressante, celle de la présentation de soi. Ouais. À la fois, je trouve qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de... ça évolue avec le temps et que c'est aussi quel angle d'approche en fait. Voilà, je trouve qu'en France, on se présente beaucoup par qu'est-ce que je fais professionnellement, alors qu'au final, on pourrait Ouais, se c'est vrai. présenter autrement. Donc du coup, pour me présenter, je dirais que je suis une femme qui vient d'avoir 40 ans, donc qui est à une espèce de portail de milieu de vie, on pourrait dire. J'ai développé ma propre activité, créative. Je m'appelle Hélène, on m'a beaucoup fait la blague sur la chanson d'Hélène, du coup, quand j'étais enfant, vu que Ah! c'était la génération. Et donc voilà, je suis une femme de 40 ans et donc je crée ce que j'appelle mon œuvre, qui est un Œuvre. mélange, oui, voilà, qui est un mélange, d'art, de métaphysique, de travail spirituel, d'entrepreneuriat également. Je m'y suis vraiment mise, pardon, il y a 5 ans, lors d'un D'accord. gros pas de côté, lors d'un gros OK. pas de côté et hem et donc, cette œuvre, en fait, pourquoi je choisis d'en parler dans ma présentation, c'est que, quelque part, elle occupe, une énorme, énorme partie de ma vie, donc c'est très, très structurel, Ouais. dans qui je suis et dans ce que je fais. Et après, voilà, si je vais, dans des autres éléments de présentation qui sont importants, je dirais que je suis quelqu'un, qui est très connecté à la nature, tu vois? J'ai un chien, un de mes passe-temps C'est préférés, quoi c'est comme faire du chien? vélo. Alors c'est un Spitz, il s'appelle Choui. Ah! Il a C'est une quel âge? espèce il a 4 ans, c'est une Ouais. espèce de grosse boule de poils, complètement foldingue, qui fait des bonds partout, je l'adore. Et puis voilà, la nature est quelque chose de très important pour moi de manière générale, j'ai la chance d'habiter à la campagne, je suis une ancienne parisienne, mais tu vois, rien ne me fait plus plaisir, que d'être au contact, de la nature, des éléments au quotidien, Mmh. et puis je fais aussi beaucoup, beaucoup de vélo, OK. hem, qui est une façon d'être au contact de la nature aussi pour moi. Ouais. OK. Et alors, aujourd'hui, donc tu es à la campagne, tu disais que tu étais à Paris avant, mais plus précisément, tu viens d'où? Tu as grandi comment? Alors c'est je me dis, je vais toujours commencer mes réponses à tes questions par un, c'est compliqué. En fait, OK. je me définirais pas comme venant de quelque part, je vais t'expliquer pourquoi. C'est que j'ai beaucoup déménagé, quand j'étais plus jeune. J'ai habité dans pas mal de régions différentes de France. Mon père était forestier, il avait une obligation de mobilité géographique. Donc, j'ai envie de dire la caractéristique, c'est que j'ai habité dans des endroits qui, dans l'ensemble, étaient peu peuplés avec beaucoup de forêts. D'accord. Donc j'ai habité dans l'Allier, j'ai habité, dans les Alpes de Haute-Provence, j'ai habité en Bourgogne, en Franche-Comté. Donc je me sens pas d'un endroit en particulier. Je suis pas quelqu'un, je dirais, qui ait des attaches ou des racines géographiques. Je suis plutôt quelqu'un qui, du coup, a la bougeotte. Je suis arrivée, à Paris pour mes études et c'est l'endroit où je suis restée le plus longtemps puisque, j'y suis restée, 13 ans en dehors d'une année que j'ai faite à Madrid. Mais voilà, je me sens pas du coup d'un endroit en particulier
Et grandi comment? Bah, j'ai grandi dans une famille, avec, donc mes 2 parents, mon frère, un chien, également. Et puis, je dirais une famille, assez connectée à la nature. Je pense que ça m'a aussi, mise directement dans ce bain-là de connexion à la nature. Une famille assez exigeante, intellectuellement. Hem Et après une famille, je pense, où j'étais encouragée à donner le meilleur de moi-même, à être stimulée et peut-être, et ça c'est ma perception, une famille où il y avait peut-être parfois un peu trop de règles et où du coup, voilà, je pense qu'une partie de mon chemin d'adulte, ça a été, de desserrer certaines règles et de choisir quelles règles moi j'avais envie de me donner. Quelles ont été les règles que tu as desserrées alors? Hem, je pense, quelque chose autour du devoir, tu vois? C'est un peu comment dirais-je? La, le versant peut-être un petit peu, négatif ou pressurisant de l'exigence, tu vois? Mes parents m'ont vraiment, en tout cas dans mon ressenti, beaucoup encouragée à donner le meilleur de moi-même, à me pousser, à vraiment, quand je fais quelque chose, le faire bien, le faire de manière engagée, pas faire les choses à moitié. Mmh. Par contre, dans le côté peut-être, plus difficile, on va dire, de ce genre d'environnement, ça a été aussi, de se dire: «Ben, je peux faire des choses, juste pour essayer, même si c'est pas parfait, même si c'est inutile, juste pour le plaisir. C'est pas grave si je suis pas la meilleure, c'est pas grave si, ce que je fais n'est pas parfait du premier coup». Voilà, de mettre plus de légèreté et moins de pression de résultat dans Comment ma tu as façon fait de pour vivre. réussir à faire ça? Parce que j'imagine que ça a pas dû être facile. Alors non, ça n'a pas été facile et j'ai envie de dire encore aujourd'hui, je peux retomber dans mes travers un peu rigides, hein. C'est pas Mmh. c'est un long chemin, je trouve, le chemin vers soi. Bah, ça a été, vraiment un gros travail sur moi, hein. Je fais pas partie des gens qui pensent que, comment dire? Le développement personnel ou spirituel se fait en un claquement de doigts, Ouais, parce que tu as lu un bouquin, fait une séance, fait un trip chamanique ou que sais-je. Pour moi, c'est plus, un art de vivre et une forme de discipline et d'exigence aussi avec soi-même au quotidien. Et donc du coup, c'est il y a en 2019, j'ai vraiment pris avant, j'étais plutôt du genre à travailloter sur moi, en toute transparence. ouais. Et en 2019, j'ai vraiment pris l'engagement de me dire, par la fenêtre ou par la porte et ça prendra le temps que ça prendra, mais je veux advenir, à qui je suis. Je ne veux plus être prisonnière, en fait, de mes mécanismes, de mes injonctions, de mes conditionnements et donc ce conditionnement à la perfection, à la productivité, à la performance était très fort chez moi et donc bah, parmi les engagements que j'ai pris, ça a été de me dire, «Ce mécanisme-là, comme tous les autres, ça prendra le temps que ça prendra, mais je finirai par les démanteler, les uns après les autres». Et est-ce que tu aurais 2-3 conseils pour ceux qui souhaiteraient arriver à ça par rapport à ta propre expérience? Bah, je dirais le premier conseil pour moi, hein, c'est de s'observer avec amour, en fait, dans ces mécanismes, justement. C'est pas de dire, «Ah, je veux plus être dans le contrôle, je veux plus être perfectionniste, Ouais. bah, dès que je suis là-dedans, hop, je rejette, je suis pas ça». Alors ça marche pas pour moi, ça fait même grossir, en fait, Ouais, ça le renforce. mécanisme. Exactement. Et donc vraiment, c'est de se regarder avec amour et lucidité, c'est-à-dire, de se dire: «Ah bah oui, là tiens, je suis dans mon mécanisme de perfectionnisme, je suis dans mon mécanisme de contrôle. OK, bah j'accepte, je ressens ce que ça me fait émotionnellement, physiquement, je lutte pas. Pour autant, je mets pas non plus, la tête dans le sable et je mets pas ce qui est en train de se produire dans mon champ de conscience et d'expérience sur le tapis, mais vraiment j'accepte, je regarde et je comprends, en fait, ce qui se joue pour moi. Pourquoi ce mécanisme s'active? Ouais. Qu'est-ce qui active ça en moi? De quoi j'ai peur? De quoi je me juge? C'est quoi la fonction utile même, bancale et inadaptée, en fait, de ce Mmh. mécanisme? Et ensuite, c'est vraiment à la faveur de ce processus de conscience, de pouvoir progressivement et bien,
voilà, si par exemple, je suis dans le mécanisme de contrôle, c'est de pouvoir retrouver l'espace du lâcher prise en moi et de me dire: «OK, dans cet espace de lâcher prise, du coup, qu'est-ce que je fais par rapport à la situation présente?» Mais donc pour moi, c'est vraiment un art, d'être présent à soi et donc du coup, peut-être en synthèse de ta question, c'est vraiment, bah, de l'art de s'observer avec lucidité et amour et pour moi, l'amour, c'est un mélange de douceur et d'absence de complaisance. C'est pas, «Oh pauvre petite chose, non, non, tu n'es pas dans le contrôle», c'est «Oui, tu es dans le contrôle» et on va regarder ça avec amour, sans jugement pour se transcender, en fait. Je pourrais pas donner, de conseils plus justes que ce que tu viens de nommer, qui est exactement le processus thérapeutique finalement que je peux travailler, dans mon propre cabinet. Merci pour ça. Mais je t'en prie. Donc, tu as grandi avec des valeurs très fortes, familiales, hein, ce que j'entends. Beaucoup d'exigences, de rigueur, hein, et la valeur, nature hyper importante. Toi, justement, dans cet environnement-là, plus tard, tu te disais que tu allais faire quoi? Tu voulais faire quoi plus tard, quand tu étais petite? Alors, c'est très marrant que tu me poses cette question parce qu'il y a pas très longtemps, j'ai écrit un post, en fait, sur ce sujet-là. Une de mes grandes croyances, en fait, existentielles, c'est le, «tout est déjà là». Simplement, le «tout est déjà là», il peut être présent de manière très symbolique. Mmh. C'est-à-dire que, tu vois, je pense à un ami, qui, enfant, alors il appelait ça, il voulait être, docteur pelle, c'est-à-dire, soigner des gens le matin et puis, conduire des tractopelles l'après-midi. Bon, clairement, docteur pelle n'est pas un métier. Par contre, ça dit des choses très intéressantes de lui. Et pour moi, c'est valable pour tout un chacun et en fait, ce que je me disais donc, je viens d'avoir 40 ans et je trouve que voilà, c'est un moment qui est assez propice aussi à un bilan et en fait, je me suis dit: «Mais, tous les rêves, on va dire professionnels ou de réalisation que j'avais quand j'étais enfant et adolescente, en réalité, je les ai réalisés, simplement je les ai réalisés, justement d'une manière symbolique, en fait, pas dans le sens, initial, tu vois, du rêve d'enfant. Alors mon premier rêve d'enfant, sincèrement, il était vraiment méga bizarre. D'ailleurs, j'en parlais à personne parce que je me disais que j'allais vraiment passer pour une grosse starbée, donc du coup, je le gardais pour moi. En fait, mon rêve d'enfant, alors j'étais toute petite, hein, je devais avoir, allez, 5 ans, 6 ans, je pense, grand maximum. Et en fait, quand j'avais 5 ans, 6 ans, mais j'étais une, bon, c'est toujours le cas aujourd'hui, mais j'étais vraiment une grosse mystique, j'adorais, la religion, j'adorais aller au catéchisme, tout ce qui était vie de saint, la Bible et tout, ça me passionnait, tu vois? C'était Ouais. très, 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 Mmh. très fort pour moi et du coup, bah, dans les figures qui m'inspiraient, tu vois? Quand j'avais 5 6 ans et du coup, mon projet professionnel, le premier était autour de ça, c'était d'être sainte martyre. Donc quand je te dis que c'était un peu chelou, tu vois? C'est que c'était pas, je vais être, princesse Barbie pour aller au bal, non, non, moi je voulais, être sainte Blandine et je me disais en même temps: «Mais Hélène, genre les petites filles, elles ont pas envie, d'être sainte Blandine, et d'aller se faire bouffer par un lion dans une arène de cirque, c'est n'importe quoi». Qu'est-ce qui te Hem, fascinait dans ce personnage-là? Bah, en fait, justement, c'est là où, j'ai mis du temps à comprendre et aujourd'hui ça fait beaucoup sens pour moi ce rêve d'enfant. C'est qu'en fait alors évidemment à 5 ans, j'étais absolument pas capable de t'expliquer, dans mes termes d'adulte de 40 ans. Mais en fait, ce qui me fascine dans ce genre de personnage, c'est que pour moi, c'est des le martyr en fait en termes d'archétype, c'est des personnes qui, finalement, mais vraiment transcendent, tu vois, toute leur structure de souffrance, donc ce qu'en religion on pourrait ou en spiritualité on pourrait appeler leur ego en fait, Mmh. qui, vraiment passe par, tout ce processus hyper douloureux de déconstruction, de soi qui est hyper souffrant, pour atteindre du coup, si on en croit, la figure du martyr, pour atteindre une extase mystique. Et en fait, aujourd'hui, tu vois, dans mon processus existentiel, ce qui m'intéresse, entre autres, c'est ce processus-là. C'est comment, je me libère de tous mes conditionnements et cette libération, elle est en partie, extrêmement douloureuse pour atteindre quelque chose qui, pour moi, est une valeur suprême qui est, l'extase et la liberté d'être. Et Mmh. donc, tu vois, je crois en tout cas que, l'Hélène de 4 5 ans finalement qui avait ce projet réverbère avec l'Hélène de 40. De même que l'Hélène de 10 ans, elle voulait être,
Elle voulait être artiste, styliste, designer. Dans les choses que je développe aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est comment l'art est un média de transformation. Donc, tu vois, je co-crée des objets d'art avec des artisans d'art. Je travaille notamment avec une joaillière, avec, enfin bijoutière. Je travaille avec une photographe et en fait, bah, je crée, voilà, de l'artisanat d'art ou de l'objet d'art avec une fonction transformative. Et l'Hélène adolescente plus âgée, donc vers 16-17 ans, bah, elle voulait être une, je cite, hein, elle voulait être une grande intellectuelle. Donc c'est ce qui a conditionné ensuite, mes choix d'études, tu vois? Moi, je voulais être, genre, Jean-Paul Sartre ou Simone de Beauvoir ou Pierre Bourdieu, quoi. Et Mmh. en fait, aujourd'hui, ce que je fais à 40 ans a aussi une dimension, philosophique, intellectuelle. Et donc au final, tous ces rêves d'enfant, bah, je les réalise aujourd'hui en tant qu'adulte, mais pas dans le sens, strict, tu vois? Et premier du terme. Ah génial et alors, bah, j'en viens à quel est ce fameux pas de côté que tu as fait il y a 5 ans pour, bah, actualiser ses rêves d'enfant aujourd'hui? Alors, je dirais que le terme pas de côté, in fine, c'était un pas de côté. Si je fais la blague, je dirais même que c'était un saut quantique de côté, vu comme, j'ai vraiment réorienté ma vie, à 360. Enfin 360, ça ferait un tour complet, 180 on va dire. Ouais, Hem, En fait, il y a 5 ans, enfin même plus maintenant, 6 ans, parce que vraiment la décision de faire ce pas de côté, j'ai mis quasiment 1 an à le faire, hein, mais en réalité, ça a commencé en 2018. C'est J'étais très malade en fait, voilà, j'ai été diagnostiquée d'une pathologie, que j'avais dans une forme qui était, très lourde, qui était l'endométriose. d'accord. Et je te la fais courte, mais en gros, en quelques mois, je suis devenue complètement invalide physiquement, donc je pouvais plus, c'était au-delà de je pouvais plus travailler, tu vois? C'est je pouvais plus, bouger, je pouvais plus, me lever, je pouvais plus, même, tu vois, aller faire mes courses, c'était par moments compliqué. Waouh. Hem, du coup, voilà, je ne pouvais plus travailler, j'étais à mon compte, donc je n'avais plus de revenus. J'avais plus de vie sociale vu que je passais la plupart de mon temps, couchée. Mmh. J'avais des crises de douleur qui étaient, hyper fortes, qui surgissaient un peu n'importe quand, donc de toute façon, voilà, j'avais même presque un mécanisme, tu sais, de me dire: «Bon, on va pas sortir de toute façon parce que je sais même pas si, voilà, je pourrais rentrer chez moi». Et puis progressivement, du coup, toute ma vie s'est effondrée, c'est-à-dire, ma vie professionnelle s'est effondrée, ma vie personnelle s'est effondrée, le mec avec qui j'étais, m'a quittée à ce moment-là, j'ai perdu mon logement. Enfin, vraiment, ça a été, l'effondrement, total. Et vraiment très rapide, c'est-à-dire qu'en quelques mois, je suis passée d'une situation où, voilà, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, hein, mais tout roulait, à Mmh. je n'ai plus rien, et en plus je suis dans un état physique, catastrophique. Et en fait, le pas de côté, il a mis, voilà, entre, 6 mois et 1 an à émerger. C'est-à-dire que la première période, ça a été vraiment, une chute, en piqué, une descente, vraiment une descente aux enfers. Et Mmh. puis il y a un moment, en fait, où vraiment j'ai eu la sensation, d'être un espèce de carrefour. C'est-à-dire, c'était soit je continuais à descendre, et je savais pas jusqu'où j'étais capable de descendre, soit, en fait, et là, il y a comme une pulsion de vie, tu vois, que j'ai Ouais, connectée à ce moment-là, qui a été de me dire, bah, je ne sais pas comment je vais faire puisque théoriquement ça n'est pas possible, de ce que me disent mes médecins, mais en fait, j'ai décidé de me guérir. OK. Vraiment, j'ai pris cette décision, je me suis dit: «Ben, je vais me guérir même si je ne sais pas comment». Et ça a été, vraiment, tu vois, la pulsion de vie. C'est pour ça que j'utilise un peu cette image de, je tombais vraiment au fond de la piscine et puis ou au fond du lac et puis à un moment, bah, c'est soit tu te noies parce que tu restes au fond, soit tu tapes du pied pour remonter à la surface. Et donc moi, taper du pied est passé par, bah, j'ai décidé de me guérir. Ouais. Et là, j'ai commencé à faire des recherches, donc je suis allée, voir plein, de paradigmes de santé, autres en fait, que le système, médical allopathique, occidental, on va dire. Je me suis intéressée à plein de témoignages de gens qui se sont guéris de pathologies, voilà, considérées comme non curables, y compris de femmes qui se sont guéries d'endométriose d'ailleurs. Et à un moment, bah, j'ai commencé à comprendre comment moi je pouvais, inventer en quelque sorte, ma stratégie de guérison et retrouver la santé. Et donc du OK. coup, tu vois, le point de départ de ce pas de côté, ça a été l'expérience de maladie, ça a été l'effondrement et ça a été la décision de me dire: «Bah, je vais créer mon miracle, même si je ne sais pas comment et ça me prendra le temps que ça me prendra». Et je suis prête à passer par, tout ce par quoi je dois passer pour y parvenir.
Et en Ouais. fait, sur ce chemin de guérison qui n'était vraiment pas qu'un chemin de guérison physique, loin s'en faut, Mmh. et bien, j'ai reconstruit en fait, bah, toute une vie ou même, je dirais, j'ai créé, la vie qui est véritablement la mienne, tu vois? Et pas, une vie que je vivais avant qui était plus une vie, on va dire de mon personnage social, plutôt que la vie de mon être profond. Comment tu as fait? Pour guérir ou pour, Ouais. créer ma vie? Pour guérir? Pour Bah, guérir en alors, fait, de guérir participe à la création de ta vie, j'ai oui. l'impression. Oui et aussi la création de ma vie a participé de la guérison. C'est-à-dire que pour Mmh. moi, c'est vraiment, ça va dans les 2 sens. Pour répondre à ta question, alors je vais essayer de faire de manière synthétique parce que j'ai coutume de dire enfin, en tout cas, tu vois, moi, quand je me suis engagée dans ce processus de guérison, au début, je me représentais ça comme on va dire, un processus linéaire en me disant: «Je pars d'un point A, je vais aller à un point B, puis je vais mettre en place, les étapes, Ouais. X, Y, Z», tu Mmh. vois? En plus, avant, donc moi, je travaillais dans le conseil en management, donc des trucs, tu sais, avec des process, des carrés, des diagrammes et cetera. Donc j'arrivais un peu avec cette vision-là. Aujourd'hui, pour être passée par là et pour être, tu vois, je le dis comme ça, sans trace, ni symptômes de l'endométriose depuis 5 ans maintenant, le processus de guérison, c'est pas une une ligne ascendante, c'est plutôt, voilà, une courbe qui part dans tous les sens avec des montées, des descentes, tu reviens en arrière, tu repars en avant, enfin, c'est, plus un plat de spaghettis qu'une ligne, toute tracée et je dirais que, il y a eu plusieurs éléments. Il y a eu vraiment un élément physique, c'est-à-dire que travailler sur le corps a été, très important pour moi. Donc, Ouais. là, du coup, je suis allée voir, voilà, du côté de la naturopathie, la médecine, ayurvédique, de la médecine fonctionnelle, enfin, j'ai lu pas mal de choses. Donc, il y a tout un volet, en effet, qui a trait à, l'alimentation, les compléments alimentaires, le mouvement, le repos, le stress, l'équilibre hormonal et cetera, qui se travaille vraiment sur un plan purement physique, le foie, enfin bref, beaucoup de choses physiques et après et honnêtement, j'ai assez vite compris que pour moi, le gros du truc allait pas être le travail sur mon corps, même si c'était important. Ouais. Moi, le gros de mon travail, c'était vraiment, sur, on va dire ma conscience, tu vois? Et quand je dis ma conscience, c'est dans ses dimensions spirituelles, cognitives, émotionnelles et donc aussi leur traduction corporelle Mmh et mh. la façon dont je manifestais ma conscience, dans la matière, tu vois? Ce que je faisais du contenu de mon monde intérieur et très clairement, en fait, bah, j'étais quelqu'un qui, menait une vie qui n'était pas en accord, en fait, avec moi-même, sur plein de plans. Et donc du coup, il y avait cet immense travail de me dire: «Bah, qui je suis? Qu'est-ce que je crois vraiment? C'est quoi ma vérité intérieure? Comment est-ce que j'ai envie de vivre, de manière à ne pas regretter la vie que j'ai vécue, le Ouais. jour, qui sera mon dernier jour sur terre?» Et ça, c'est des questions, vraiment, tu sais, existentielles très profondes de vraiment, à un moment, je me suis dit: «Mais pourquoi j'ai envie de vivre? Puisque là, je suis dans un état où, en fait, je ne vis plus, pourquoi est-ce que j'ai envie de vivre?» Et toutes ces questions qui sont, pas des questions, simples, qui sont simples dans la formulation, mais qui sont pas forcément simples, ni dans la réponse et encore moins, en tout cas pour moi, dans le fait de les concrétiser. Ouais. Bah, ça a été un gros, gros travail introspectif Mmh. et pour rebondir avec une question que tu me posais au début, ça a été aussi du coup de faire tout un travail, bah, sur mes mécanismes en fait, de jugement, de distorsion, de peur qui m'empêchaient en fait, de matérialiser, cette vie, à partir de qui j'étais réellement. Et Mmh. donc il y a vraiment eu ce double travail de, qui je suis, il y a quoi dans mon intériorité, qu'est-ce que j'ai envie de faire et qu'est-ce qui, me bloque et que j'ai à travailler, à transmuter pour pouvoir aller vers cette vie, en fait, qui est l'expression de qui je suis vraiment. Et donc c'est tout ça qui, in fine, a fait qu'un jour je n'ai plus été malade. C'est-à-dire que c'est pas du jour au lendemain, il y avait de l'endométriose, plus d'endométriose. C'est juste à un moment, je me suis dit: «Ben, en fait, j'ai plus aucun symptôme, j'ai plus aucune douleur et j'ai pas de trace, en fait, de cette pathologie». Et je suis retournée à un état de santé, en fait, mais ça a Il y a été un ouais. processus qui a pris du temps. Il y a quelque chose de l'ordre de, l'accord entre la personne que tu
est et la façon dont tu vis cette personne, Oui. en fait. C'est pas forcément très français, mais c'est comme ça que je le ressens. Hem, Vivre la personne que l'on est. Enfin, c'est vraiment ça que je ressens dans ce que tu dis et C'est très juste, ouais, ouais, c'est très juste. Je me permets de rebondir sur ce que tu dis parce que je suis en train de prendre conscience de quelque chose avec tes mots. ouais, C'est qu'en effet, il y a un premier niveau pour moi qui est de savoir qui l'on est et d'avoir conscience de qui l'on est et c'est fondamental. Mais pour moi, ce qui permet d'être heureux, en fait, et dans la plénitude dans l'existence, c'est de, concrétiser qui l'on est, en fait. C'est-à-dire que si, je sais qui je suis, mais que ça reste sur des plans, éthérés, immatériels, juste dans mon intériorité, juste dans mon intime, mais que je le concrétise pas dans la matière, et tu vois, j'ai envie de dire, avant de tomber malade, j'étais quelqu'un qui me connaissait sur pas mal de plans, pas si mal que ça. Pour autant, j'étais pas heureuse, en fait et j'étais pas heureuse parce que cette connaissance de moi, en fait, je la gardais à un plan, j'ai envie de te dire quasi intellectuel ou académique, en fait. Mais du coup, créer à partir de qui j'étais, bah, ça, je ne le faisais pas et du coup, j'avais une énorme frustration, existentielle qui venait du fait de ne pas, incarner, qui j'étais, dans ma vie, quotidienne, mais sur tous les plans, que ce ouais. soit, voilà, la façon de vivre, les relations, le travail, enfin, voilà, la vie au sens large. En fait, il y avait un hiatus entre, la connaissance et la conscience de qui j'étais et ce que j'en Ouais. faisais, vraiment dans la matière. Et alors dans ce cas, quand tu parles de saut quantique, tu sauté d'où à où? C'est quoi ce pas de côté alors? Parce qu'on a la l'étape, transformatrice, mais donc c'est quel est ce saut quantique? Hem Alors quand je dis saut quantique, c'est aussi, ça s'est pas fait du jour au lendemain, tu vois? Dans le sens où, quelque part donc ça fait 6 ans, hein, que je me suis engagée, vraiment à devenir qui j'étais, à devenir à moi-même. Je dirais qu'au bout de 6 ans, je commence à être au niveau, tu vois, que je sentais possible il y a 6 ans. Donc ça m'a pris 6 D'accord, ans, tu vois? Puis je me dis: «Je sais pas où j'en serai dans encore 6 ans et dans 12 ans». Donc il y a, on pourrait se dire: «Ah le saut quantique, ça se fait en 30 secondes», non, en fait, il y a des choses qui peuvent s'ouvrir rapidement, mais il y a aussi, des choses où ça prend du temps parce que, en tout cas aujourd'hui, c'est ma conviction. Pour moi, la advenir à soi et la transformation vers soi, ça se passe sur tous les plans, des plus éthérés aux plus concrets et la matière, c'est quelque chose de dense et donc du coup, bah, bouger dans la matière, ça prend du temps, en fait. Même bien si on peut sûr. avoir une prise de conscience, tu vois, à des niveaux, on va dire, plus émotionnels ou plus cognitifs ou plus spirituels. Bah, écoute, ce saut quantique, alors il s'est vraiment, traduit, dans plein de dimensions. Je suis partie de la région parisienne pour aller vivre à la campagne, donc voilà, déjà, transformation complète, de mon lieu de vie. Hem Et là où ça a le plus bougé, c'est vraiment dans ma vie, alors que j'appelle professionnelle, même si aujourd'hui j'ai plus tellement l'impression de travailler au sens, on va dire, un peu, classique du terme. Ouais, J'ai plus la sensation de créer, en fait et de faire de l'art plutôt que de travailler. Heu, En fait, j'ai travaillé pendant 10 ans à peu près, je faisais du conseil en management en ressources humaines. Donc, d'accord, j'accompagnais, bah, des boîtes, plutôt des grosses boîtes, des institutions publiques, voilà, sur des questions de gestion des ressources humaines, management, organisation, développement de compétences, culture d'entreprise et cetera. Donc OK. j'ai fait ça pendant 10 ans. J'ai fait ça pendant 10 ans d'une manière assez conventionnelle, je précise ça pour, montrer ensuite le saut quantique, dans le sens où si tu veux, bah, j'exerçais ce métier tel qu'on me l'avait enseigné, tel qu'on me l'avait appris, hem, avec un petit peu de créativité, un petit peu de touche personnelle, d'autant plus quand j'ai monté ma propre société avec une associée. Mais j'ai envie de dire, je restais dans les clous de ce que c'était que le conseil en management, de ce que c'était que l'accompagnement, du coup, des organisations et des individus dans la sphère professionnelle et donc quelque part, voilà, je faisais quelque chose que tu pouvais retrouver,
j'ai envie de dire un peu partout sur le marché du conseil en management. Hem et quelque part, voilà, je restais, politiquement et socialement correcte, assez lisse. Ça se traduisait d'ailleurs, bah, dans ma façon, d'être, tu vois? Y compris, en termes, de vêtements. J'avais mon petit blazer, ma petite coupe au carré, mon petit air tout sérieux, mes PowerPoint, enfin tout ça, quoi. Et en fait, tout ça a volé en éclats, c'est-à-dire que, dans mon processus de guérison, alors je faisais la blague de me dire: «Bon, si ça se trouve, ce processus de guérison va m'emmener à devenir, chamane dans le Larzac», en fait. Mmh. Alors, c'est pas ça qui est sorti, mais c'est pas si loin en réalité. C'est-à-dire que, à un moment, j'ai compris que si je voulais rester en santé, c'était pas juste guérir, mais si je voulais rester en santé, je pouvais pas revenir dans l'environnement professionnel où j'étais tombée malade, en fait. Mmh. Et donc je me suis dit, même si j'ai adoré, mon métier de conseiller en management et je regrette pas du tout d'avoir passé 10 ans à faire ça. En fait, je sentais avant de tomber malade que j'arrivais en fin de cycle et que, voilà, il y avait quelque chose où, je commençais à ressentir un peu de lassitude, un peu d'ennui, un peu de désintérêt et je sentais que, voilà, j'arrivais sur un espèce de palier et la maladie m'a, entre guillemets, juste forcée à aller regarder que j'arrivais à une fin de cycle parce que j'étais plutôt en mode politique de l'autruche, avant la maladie sur ce sujet-là. Et donc quand je te dis un saut quantique, c'est qu'en fait, bah, j'ai fait vraiment une table rase, en fait, de ces 10 ans de vie professionnelle. Je me suis dit: «Je ne fais plus ça» et donc je suis partie d'une espèce de départ de page blanche, c'est-à-dire qu'un soir d'insomnie, c'était assez Mmh. drôle. Un soir d'insomnie, donc ça a été entre minuit et 4 heures du matin. J'ai eu une espèce de flux créatif qui m'a traversée et j'ai écrit, bah, ce qui est devenu un peu comme, tu vois, le manifeste de ce que je continue à faire 5 ans plus tard. Mais du coup, tu sais, j'étais dans un espèce un peu d'état de transe, tu vois, de transe créative et donc il y avait des mots qui sortaient que je couchais, via mon ordinateur et je me disais: «Je comprends rien à ce que je suis en train d'écrire, mais bon, bah, il y a ce truc qui demande à sortir de moi, allons-y, sortons-le, quoi» et donc je donc il y avait une Écriture petite voix automatique. Ouais, c'est ce c'est qu'on ça, il y appelle avait une l'écriture automatique, ouais. ah mais complètement, c'était complètement ça. Il y avait une voix en moi qui disait: «Hélène, tu es complètement starbée» et puis une autre voix en moi qui disait: «Non, tu continues à sortir ton truc». Et donc ce pitch en fait, disait voilà, «Je vous accompagne à libérer, la part disruptive de votre génie, à créer votre œuvre, si vous êtes, un entrepreneur, un artiste, vous savez que vous hébergez un monde hors norme à l'intérieur de vous, je peux vous aider à libérer tout ça». Et donc j'écrivais ça et je me disais: «Mais concrètement comment comment je vais accompagner les gens à faire ce truc? Je sais même pas de quoi je parle» et cetera. Et en fait, dans les choses que j'avais comprises, au cours de mon processus de maladie et puis de guérison, c'était que dans les choses qui m'avaient rendue malade, c'est que justement j'écoutais pas ce qu'il y avait à l'intérieur de moi, que j'étais uniquement, centrée en fait finalement sur l'extérieur, sur ce que disait l'extérieur, sur être conforme par rapport aux attentes, supposées de l'extérieur et que toute mon intériorité, c'est comme si pendant 30 ans j'avais mis un mouchoir dessus et qu'en fait dans mon intériorité, il y avait des trésors que j'allais pas voir. Et là-dessus, je te fais juste une digression. J'aime beaucoup la phrase de Jung qui dit, «Celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille» et je trouve que c'est hyper juste. En tout cas, ça vibre énormément avec, ce que j'ai compris à travers ce gros pas de côté et donc quand j'ai sorti ce pitch entre minuit et 4 heures du matin, je me suis dit: «OK, mon mental, rationnel ne sait pas comment faire» parce qu'en effet, il n'a jamais fait, mais il y a une part à l'intérieur de moi qui sait et Ouais. donc, bah, je vais juste continuer à aller dans mon intériorité, à plonger en moi, à voir ce qui sort et puis, bah, sortira ce qui doit sortir, en fait. Et donc petit à petit, alors, quelque part, pour moi, le processus de créatif, je le compare à un geyser, en fait. Pour moi, on a une source de création à l'intérieur de soi et en fait, est-ce que cette source de création, un, on y a accès et 2, est-ce qu'elle est bouchée ou débouchée? Et une fois que tu as compris que tu avais une source de création à l'intérieur de toi, et qu'en fait, c'est un flux créatif, voilà, qui sort naturellement, le seul boulot qu'on a à faire et c'est pas un petit travail, c'est de l'accueillir, de l'accepter, de se laisser transformer et porter par lui et d'enlever toutes les pierres, en fait, qui bouchent ce geyser, qui bouchent, cette source de création. Et donc, en effet, en allant écouter, en fait, cette source de création à l'intérieur de moi, donc que j'ai appelée,
mon génie, en fait, qui est un peu comme cet esprit, tu vois, qui est à la fois moi et qui est plus grand que moi, qui du coup, me livre plein de messages, me dit plein de choses, qui est, hyper disruptif, qui est hyper transgressif parce que lui, il crée des trucs que, mon humain a jamais fait pendant, ses 30 premières années d'existence, tu vois? Ou 35. En fait, en écoutant cet espace en moi, bah, en effet, je peux créer des choses, nouvelles, hyper innovantes, hyper disruptives et donc de cet embryon, tu vois, de manifeste qui est né un mois d'avril, enfin un jour d'avril, une nuit d'avril 2020 entre minuit et 4 heures. 5 ans plus tard, j'ai créé en fait, tout un monde, tu vois? Avec, des méthodes, une théorie, une esthétique, des protocoles, des expériences pour justement venir, activer et libérer en fait ce génie disruptif et en effet, j'accompagne, tu vois, des artistes, des patrons de boîte, des cadres dirigeants, des solo entrepreneurs à aller en fait, sous, leur être, social, normé, policé, connecter en fait ce monde intérieur, ce monde, sauvage, ce monde unique, ce monde, disruptif, tu vois? Comme je l'appelle et à voir, comment qu'ils peuvent, lui donner naissance dans la matière et donc ce saut quantique de côté, ça a été ça. C'est-à-dire que je vais faire une blague, tu vois? Mais, faut m'imaginer avant avec, voilà mon petit blazer, mes petites lunettes à grosse monture, mon petit ordinateur, à aller présenter des PowerPoint à la défense. Aujourd'hui, tu vois, j'ai une expérience de transformation par l'art que je fais avec une copine photographe, je dessine, enfin je peins, tu vois, à l'encre des symboles mystiques, sur le corps des gens, qui sont nus et on les photographie, tu vois? Donc, je veux dire en termes de saut quantique, d'expérience de vie, on est tu vois? Et donc mais après voilà, ça se transcrit dans tout ce que je fais. En fait, quelque part, c'est à la fois je suis convaincue que qui l'on est éternel et immuable. Par contre, le niveau de collection que l'on a, ce soit éternel et immuable, il varie en fait en fonction de son niveau de conscience tout au long de sa vie et du coup, ce que l'on matérialise comme, forme dans la matière et comme expérience de vie eh bien, peut donner l'impression d'avoir changé du tout au tout. C'est-à-dire que ma vie, d'il y a 6 ans ne ressemble pas du tout à ma vie maintenant. Qui je suis profondément a toujours été, le même. C'est juste ce que j'en fais n'est plus du tout pareil, quoi. Oui, ce que tu dis, d'autres pourront le dire, comme s une reconnexion à son enfant intérieur quelque part. Parce que oui, avec, l'esprit d'adulte, tu reconnectes toute la créativité, de l'enfant. Sur l'enfant intérieur, je trouve ça très juste ce que tu dis dans le sens où, alors je vais être vraiment hyper, hyper transparente. En fait, pendant des années, ce concept d'enfant intérieur, je me disais: «Mais de quoi parlent les gens?» Tu vois? Je ne ressentais pas du tout l'enfant intérieur en moi, et du coup, alors c'est vraiment pas à mon honneur, mais j'avais même une attitude de rejet, tu vois? J'étais là: «Ouais, genre, un espèce de concept, bullshit, new age, à la noix et tout, c'est pour des gens qui assument pas, le fait d'être adulte, qui se réfugient», enfin bref. Donc vraiment, j'avais une attitude franchement rejetante et intolérante, par rapport au sujet et hem et en fait, en effet, à travers tout ce travail-là, à un moment, je me suis dit: «OK, je ressens, pour moi en tout cas, ce que veut dire en fait cet enfant intérieur» et ça m'a amenée à me reconnecter à l'enfant que je pouvais être, tu vois, du coup, petite, Ouais. qui était l'enfant, j'ai envie de dire l'enfant avant d'être policée en fait. Parce que du Mmh. coup, pour rebondir avec, une question que tu me posais, dans la façon dont je me suis construite en tant qu'enfant, je me suis beaucoup construite autour de l'archétype, de la petite fille modèle, tu vois? Avec, la robe à smock, le serre-tête et cetera, Petite fille qui parfaite. c'est ça, qui j'étais sous la petite fille modèle, du coup transparaissait, mais c'était pas ce que j'exprimais le plus et en fait, mon enfant intérieur, c'était, un aspect de moi, qui existait enfant, mais qui, voilà, était pas forcément le plus, exprimé, le plus développé, qui était pour moi un enfant très sauvage. C'est-à-dire qu'enfant,
Moi, je grimpais aux arbres, j'allais jouer, j'ai grandi à la campagne, dans un grand parc, tu as des écureuils, des oiseaux, des lapins, enfin, il y a beaucoup, beaucoup d'animaux. Et du coup, voilà, enfance, et j'allais au contact des animaux, et j'étais un peu, tu vois, dans ce monde presque animiste, en fait, au contact de la nature, au contact du vivant, à me sentir moi-même en osmose, en fait, avec cette dimension très, très sauvage en moi, tu vois, et à l'extérieur de moi. En Et ensuite, c'est contact quelque chose, avec tous les éléments, en fait. oui, Si on retourne dans quelque chose ouais, c'est un cousin du mystique, mais avec les éléments de la nature, disons le feu, l'air, la terre, le vent. Voilà, on voit la petite fille en connexion avec avec tous les éléments, en fait, à ce moment-là. Et j'ai l'impression que c'est un peu ce que tu fais aujourd'hui avec les artistes, c'est que tu les remets en connexion avec tous les éléments, peut-être certains qui seraient mis de côté. complètement. Et tu vois, moi, une de mes convictions, en fait, c'est, quel que soit d'ailleurs le média, qu'on soit, tu vois, dans un format d'accompagnement thérapeutique, qu'on fasse de la photographie, qu'on fasse du design, en fait, peu importe, pour moi, en fait, la création sert, en tout cas la façon dont je l'envisage, sert en fait à nous redonner la part en fait qu'on a rejetée dans notre ombre, tu vois, à un moment donné de notre enfance. Et on a Mhm. besoin de rapatrier en fait pour redevenir cet être complet qu'on était à la base. Et du coup, tu vois, je le dis comme ça, c'est notre création. euh, Enfin, on ne peut pas activer par notre création ce qu'on n'a pas activé en soi. Et donc, du coup, en effet, c'est plus je me reconnecte en fait à qui je suis dans ma globalité, plus je me reconnecte à cette part mystique, à cette part créatrice, créative, en osmose, en connexion, tu vois, avec les éléments, avec le grand tout, plus je suis en capacité du coup de créer des expériences, et ça peut être de l'accompagnement, ça peut être des expériences artistiques, ça peut être autre chose, qui permettent à qui le souhaite ensuite de venir eux aussi rapatrier en fait ces éléments qu'ils ont aussi en eux et dont ils Ouais. peuvent s'être coupés. Et pour moi, en fait, quelque part, il n'y a pas de différence entre l'intérieur et l'extérieur, c'est-à-dire que dans cette perspective-là, autrui est un autre moi-même, et d'ailleurs, il me révèle aussi des choses de moi-même. Et autrui, finalement, s'il vient fréquenter mon monde, c'est qu'il a alchimisé des choses que moi-même j'ai alchimisées aussi sur mon propre parcours. Et donc, en effet, eh bien, oui, tu as tout à fait raison quand tu dis que les gens qui viennent me voir cherchent cette reconnexion. Et en effet, c'est ce que je leur propose, euh, à la mesure de mon propre chemin, bien sûr, parce que c'est ce que j'ai, moi, besoin de me donner. En fait, c'est mon propre chemin créatif qui ensuite peut venir vibrer et être en adéquation avec le chemin créatif d'autres personnes, en fait. Superbe. Ça donne envie de peindre là, tout de suite, d'aller créer quelque chose. Super. Bah, écoute, merci pour tous ces éléments. Et justement, alors, si on en revient à peut-être cette reconnexion-là aux éléments, à son soi profond, à cette alchimie, à tous ces éléments, en- à ceux qui nous écoutent et qui souhaiteraient se connecter ou se reconnecter à ça, qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Alors, c'est vraiment de prendre ce temps. Ça peut même être de fermer les yeux, tu vois, de se centrer et Ouais. de prendre le temps de se dire, si je me connecte à mon intériorité, là, maintenant, tout de suite, qu'est-ce qu'il y a en moi? Qu'est-ce qu'il se produit en moi? Hmm. Et juste de prendre le temps de ressentir, d'écouter. Alors, dans le ressenti, ça va être émotionnel, ça va être kinesthésique, ça va être énergétique. Il va y avoir aussi toute la voix, hein, du dialogue intérieur. Et c'est ensuite
de se dire, en fait, alors moi, la façon dont j'envisage, en fait, le soi, hein, c'est que il y a deux parties, en réalité. Il y en a une que j'appelle l'humain normé terrifié. C'est la petite voix de la peur et du conditionnement à l'intérieur de tout un chacun qui dit sois comme ci, sois comme ça, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Si tu fais ça, tu vas mourir, il va t'arriver un scénario catastrophe, on va pas t'aimer, tu vas être rejeté, tu vas terminer tout seul, on va te bazarder des cailloux, tu vas terminer brûlé sur le bûcher, etc., etc. Donc ça, c'est la partie superficielle, en fait, hein, de l'être qui, pour moi, est pas du tout à rejeter, mais qui est à conscientiser comme étant justement une couche superficielle. Et donc, dans cette connexion à soi, c'est d'accueillir cette première couche, parce que souvent, c'est celle qu'on connecte hein, en premier, et juste de la laisser passer. Tu vois, l'autre fois, j'étais en séance avec un client et je lui dis, tu imagines, c'est un grain de pluie sous un ciel de Bretagne. Il passe, il dure le temps qu'il dure, mais tu verras un moment, ça se tait. Et quand ça se tait en toi, tu rentres dans un autre espace, en fait, qui est l'espace du coup de ton être profond, en fait. Qui est un espace qui va être énergétiquement différent, qui est associé à un dialogue différent, à des sensations énergétiques, physiques, émotionnelles différents. C'est un espace de calme puissant, c'est un espace de discernement. Et en fait, quand tu es dans cet espace-là, du coup, ce qui peut sortir de toi, ce que tu peux créer, n'est pas du tout la même chose de ce que tu vas créer en fait dans le premier espace qui est l'espace voilà, de la peur, de la réaction, de, du fait d'être régi par des considérations extérieures qui ne sont pas de l'ordre de l'être véritable. Et donc, du coup, bah, la reconnexion à soi, si tu vois, je devais formuler ce conseil, c'est de fermer les yeux, de se centrer, de traverser cette première couche en fait superficielle de distorsion et ensuite de prendre le temps d'aller dans cet autre espace en fait qui est l'espace que j'appelle l'espace de son génie, ça peut être l'espace du soi, c'est pareil pour moi. Et donc c'est un espace où en fait bah, plus on y passe du temps, plus en fait eh bien il y a des choses qui peuvent émerger, que ce soit des idées, des formes, des sons, des esthétiques. Après, tout dépend de ce que l'on est amené à créer. Mais en fait, dans cet espace-là, il y a la vérité de son monde intérieur et on devient en capacité, juste en fréquentant finalement cet espace-là, de pouvoir progressivement matérialiser en fait bah, des formes qui sont l'émanation de cet espace-là et qui ne sont pas l'émanation de l'espace de peur et d'agitation dans lequel, in fine, si on n'y fait pas attention, on vit beaucoup en fait. Donc voilà ce que je dirais. Merci Hélène. Je vais en profiter pour rebondir à mon tour et te proposer de faire un exercice de visualisation. Est-ce que tu serais d'accord? J'adore les exercices et les jeux, donc je suis une très bonne cliente et donc je suis d'accord. Super. Alors, pour ce faire, je vais t'inviter à t'installer confortablement dans ton fauteuil et, si c'est possible, d'avoir aucun croisement afin de laisser circuler l'énergie et afin d'installer le calme, de prendre deux, trois respirations ventrales profondes. Et quand ce sera OK pour toi de te projeter dans 5 ans, en 2030, tu es où tu veux, avec qui tu veux, comme tu veux, c'est ton futur idéal. Il n'y a aucune contrainte, tout est possible. Où es-tu? Alors, ce que je connecte, tu vois, c'est un espace de vie de famille, hein, qui est un espace qui n'est pas encore très développé à l'heure actuelle. Et donc voilà, je suis en famille, en couple, avec à minima un enfant. Et voilà, je suis au sein de cette famille que j'ai co-créée.
Et tu es dans quel endroit, quel espace, il y a quoi autour de toi? Alors, je suis dans un espace qui ressemble, en tout cas, très très fortement à la maison de campagne dans laquelle j'habite aujourd'hui. Ok. Voilà, qui est un lieu un peu comme un cocon connecté aux éléments, tu vois, qui est connecté à toutes ces forces de la nature. Et Hmm. donc, je suis là en famille et au contact. En fait, dans cet espace, il y a à la fois quelque chose de très ancestral, tu vois, c'est une vieille maison. Donc, il y a vraiment quelque chose de... symboliquement, je le comprends comme... je m'inscris dans un temps qui est un temps long, qui est un temps qui a vocation à durer. C'est pas le temps de l'urgence ou de l'immédiateté. Et je suis dans cet espace où je me sens connectée à des forces qui sont en moi, mais qui sont aussi plus grandes que moi. Que fais-tu? Bah, je joue avec mon enfant. Vous jouez à quoi? Alors là, je le vois vraiment petit, tu vois. Donc, c'est assez marrant. Je nous vois jouer. Je sais plus comment ça s'appelle, tu sais, les cubes là, de Les Rubik's différentes avec Cube? les. Voilà, les Rubik's Cube. Je sais pas pourquoi, parce que en tant qu'adulte, je ne joue absolument pas à ça. Mais voilà, on joue au Rubik's Cube tous les deux dans le salon de cette vieille maison, en fait. Qu'est-ce que tu entends autour de toi? Le silence. Le silence. Qui est, alors je ne sais pas si le silence est un son, mais si le silence était un son, c'est, je crois, mon son préféré. Hmm. Et comment te sens-tu en train de jouer au Rubik's Cube avec ton enfant dans ce silence, dans cette vieille maison? Je me sens à la fois apaisée et complète. Hmm. Dans cette situation, si tu avais un rôle, ce serait quoi? Et ma réponse va sembler peut-être un peu étrange. En fait, je perçois pas mon rôle en tant que une entité. C'est je perçois mon rôle en complémentarité. Tu vois, l'image et le symbole que je ressens et qui me vient, c'est le yin et le yang, tu vois, avec ce côté du principe masculin et du principe féminin. Et du coup, mon rôle tel que je le ressens énergétiquement, tu vois, dans cet espace, n'a de sens et ne se comprend qu'en osmose et en complémentarité avec, avec le masculin qui est avec moi dans la pièce, en fait. Si on regarde encore plus loin, ta mission de vie, à ce moment-là, ce serait quoi? C'est de continuer à faire rayonner ce que je crée. C'est vraiment de continuer à... Je dirais que tu vois, ces 5 premières années ou ces 5 dernières années, j'ai posé les fondations de ce que je crée, de mon œuvre, comme je l'appelle. Mais là, il y a vraiment quelque chose de vraiment de faire rayonner. Et c'est un rayonnement, tu vois, qui est vraiment un rayonnement de l'être. C'est pas forcément un rayonnement, tu vois, qui va se traduire, tu sais, par plein d'actions, plein de publicités. C'est vraiment juste de rayonner qui je suis et de rayonner, oui, de rayonner cet être profond qui propose, une certaine façon de vivre, un certain art de vivre. C'est de continuer à rayonner ça, naturellement et quelque part sans fioriture, tu vois? C'est comme si, c'était un rayonnement qui, allait encore plus à l'essentiel qu'aujourd'hui. OK. Propose de respirer dans ce rayonnement qui va à l'essentiel et de profiter de cet instant-là.
Et dans cette continuité, de revenir petit à petit avec moi, en respirant peut-être un peu plus profondément. Tu peux même bâiller si tu le souhaites, t'étirer. Comment te sens-tu? Écoute, centrée. Oui, Ouais. centré. Si tu pouvais mettre en place une ou plusieurs actions pour arriver à ça, qu'est-ce que tu pourrais faire? Hem, Bah, je dirais que c'est, pas forcément des actions, tu vois, à mettre, tout de suite en place. C'est plus de la continuité avec, des projets on va dire de long cours, tu vois, que j'ai. C'est de continuer, par exemple, tu vois, mon projet de livre. Je pense que j'en ai encore pour 1 an ou 2 à l'écrire. J'en ai écrit une petite moitié, mais, donc il y a vraiment quelque chose autour, du rayonnement et de la transmission par différents canaux, tu vois, différents médias et ce livre en fait partie. Donc il y a ça. Il y a, c'est pas du faire à proprement parler, mais c'est, je pense, de me faire encore plus confiance dans cette dimension épurée, tu vois? Ça peut m'arriver encore aujourd'hui de entre guillemets, c'est pas forcément de me disperser, mais c'est de vouloir trop en faire. Oui, Il y a quelque chose de désajusté, en fait, dans cette énergie du trop et là, c'est vraiment de voilà, de connecter encore plus ce côté, minimal ou minimaliste, en fait, dans ma façon d'être et de créer. Ça, je ressens que ça me fait beaucoup de bien. Ça enlève le bruit, et le superflu. Donc, je pense d'être encore plus, ancrée, en fait, à cette sensation, d'épure. Et après sur le rayonnement, c'est, c'est un projet que voilà, que je suis en train de maturer qui je pense va sortir, dans les mois à mon avis qui viennent. Mais c'est vraiment, jusqu'à présent en fait dans, la façon de travailler avec les gens, je fais, on va dire à 99 tu vois, du one to one en fait, de l'individuel. Et c'est vraiment de pouvoir, proposer un espace collectif, qui travaille sur les thématiques que je travaille en individuel, mais de le travailler du coup en groupe. Et ça, c'est quelque chose, voilà, qui, participe en fait de cette notion de rayonnement. Ça fait plusieurs années que ça me travaille parce que, j'attends de, voilà, ressentir l'architecture, qui est vraiment juste et je pense que c'est quelque chose qui, voilà, sortira assez prochainement. Puisque, voilà, ce projet avait besoin d'être en gestation, un certain temps. Mais ça, je pense que ça fait partie des actions, tu vois, vraiment, structurelles, heu, des prochaines semaines, on va dire. OK. On va on arrive à la fin, de ce temps partagé. Je te remercie infiniment pour, tout ce que tu viens de partager, pour cet échange. Si tu pouvais, garder 3 mots de ce moment, ce serait quoi? Spontanéité, vérité, intégrité. Super. Bien, merci beaucoup Hélène. Merci Ondine, c'était une expérience, très intéressante. Merci de m'avoir, proposé ce podcast. Je t'en prie et à bientôt. Oui, à bientôt. au revoir. Au revoir Ondine.